Mesdames, Messieurs, bonjour. L'économie rurale est notre centre d'intérêt cet après-midi pour des raisons évidentes liées notamment à la campagne agricole qui a démarré, les mesures prises par les autorités ainsi que les attentes des producteurs vues et appréciées par une figure emblématique du monde paysan, Mamadou Sissoko, est notre invité. Il est le président d'honneur du CNCR. Bienvenue à l'émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2026. Président Mamadou Sissoko, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir insisté pour que je puisse venir échanger avec vous après une longue absence dans ces locaux que j'ai connus et où on a échangé avec le Sénégal sur la construction du mouvement paysan. Bien. Merci. Bien, je vous en prie. Alors, à l'heure actuelle, peut-on essayer de comprendre un peu comment se présente la situation en général actuellement dans le monde rural? Eh bien, écoute, vous savez, vous avez eu beaucoup d'informations. La situation du monde rural est une situation toujours mitigée. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont indépendants de la volonté des paysans. Et également, les activités agro-silvopastorales et halieutiques se réalisent dans une combinaison de partenariats entre plusieurs groupes. D'abord les paysans eux-mêmes, pasteurs, agro-pasteurs, éleveurs, des groupements de femmes, de jeunes, mais également les collectivités locales, responsables de la gestion des ressources naturelles, les services techniques et les organisations des paysans elles-mêmes. Alors, c'est tout ce paquet qui est concerné et qui travaille sur la question que vous posez. Alors, donc ce qu'on peut dire actuellement, la météo avait annoncé qu'il y aura des pluies précoces, mais qu'il y aura une pause. Et c'est ce qui s'est passé. Mais les gens disent, mais pourquoi les gens ont semé? Mais imaginez quelqu'un qui n'a que son champ et l'espoir de produire. Il a eu 3-4 pluies. C'est difficile de se retenir. Même si il peut avoir confiance à la météo, il y a quand même cette partie naturelle qu'il doit semer. Alors aujourd'hui, on est dans cette situation. Mais il est quand même tôt pour perdre espoir. Bon, pour le moment, on n'est pas arrivé à la ligne rouge. Mais quand même, vous savez, quand on sème et qu'il y a 10 jours, 15 jours sans pluie, ça peut poser des problèmes. C'est-à-dire que ça ne peut pas détruire, mais il y aura des impacts. Alors, donc, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. Deuxième problème, c'est que les intrants ne sont pas encore totalement au niveau de toutes les zones du pays. C'est-à-dire les engrais, les semences. Ça a commencé, mais ce n'est pas encore... le maillage n'est pas encore... Le maillage n'est pas encore total. Donc ça, c'est les situations. Et nous avons aussi la transhumance. Donc ceux qui étaient venus vers le sud, le centre, c'est après les pluies qu'ils vont essayer de remonter vers le nord. Donc voilà un peu la physionomie de la situation aujourd'hui. Très bien. On le sait, on connaît l'importance de l'agriculture, du secteur dans nos économies. Il mobilise pratiquement beaucoup de monde, mais paradoxalement, c'est une agriculture vulnérable qui dépend de plusieurs facteurs, dont la pluie, que nous venons d'évoquer. C'est une question très complexe, l'eau. Ouais. Évidemment, vous savez que nous, les facteurs déterminants, c'est le sol, la terre. D'abord, Alors, cette terre, elle vit comme les êtres humains. Donc, si nous produisons à partir de cette terre, il doit y avoir des stratégies pour la nourrir, pour la maintenir en santé. Et ce n'est pas toujours le cas. Alors, en plus de la terre, évidemment, vous l'avez dit, l'eau. Alors, beaucoup de gens disent, mais il faut mettre de l'eau partout pour irriguer. Bon, c'est une bonne initiative, une bonne manière de penser. Mais 85% des productions agricoles dans le monde dépendent des pluies. Il ne pleut pas plus dans beaucoup de pays européens qu'au Sénégal.
La seule différence, c'est qu'au Sénégal, il pleut 3-4 mois, ou 5 mois. Alors que dans ce pays, c'est presque l'année. Donc, il faut quand même, quand on parle d'irrigation, ce qui est bien et qui doit se faire, qu'on puisse quand même être un peu calme, prudent pour savoir que la majorité de la production agricole mondiale se fait avec la pluie. Bien. Deuxièmement, donc c'est une erreur de croire que l'agriculture irriguée est la solution. Non, ce n'est pas une erreur, mais elle ne peut pas être totale. D'accord. Là où c'est possible, il faut le faire. Parce que vous savez, bon, les spécialistes de la géologie ou d'autres sciences le savent, il y a des zones où il y a beaucoup d'eau sous la terre, il y a des zones où il y a des fleuves, il y a des zones où il y a des rivières. Mais ce qui est dommage, c'est que nous vivons une situation difficile dans le Sahel et au Sénégal. Depuis 1973 qu'il y a eu la grande sécheresse, 6 États ont créé le CILS. C'est le comité inter-État de lutte contre la sécheresse. Et à ce jour, cette institution existe. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? La dégradation n'a pas diminué, elle a augmenté. Nous avons un ensablement des bas-fonds. Et ce sont les bas-fonds qui sont les premières réserves de l'eau quand il pleut. Étant donné que le système naturel est fait de telle manière que les eaux coulent vers des trous, les bas-fonds reçoivent l'eau et c'est à partir de là que ça passe aussi dans la nappe phréatique. Alors la majorité de nos bas-fonds sont ensablés. Les petits cours d'eau qu'on voyait dans le pays partout, pour ceux qui ont mon âge ou plus que moi, il n'y en a plus. Donc, tout le système naturel de la gestion de l'eau est en train de disparaître. Donc, l'eau va directement du sol, ce sol aussi, et actuellement, il y a plus de sable que de terre. Et donc, tout va directement vers le fleuve. Et donc, on est dans des périodes d'inondation. Ça, c'est une situation qui doit être au cœur d'une politique agricole. D'accord. Parce que c'est à partir des bas-fonds, quand on va aménager les bas-fonds et on va les rendre opérationnels, on va pouvoir faire ce qui va être de l'irrigation à moindre coût. Alors donc voilà une situation. Deuxième problème pour l'eau, c'est que dans beaucoup de pays, on capte l'eau des pluies, ce qui représente beaucoup. Chez nous, malheureusement, on n'a pas ce système. Et il est important de regarder cela. Et le troisième élément, c'est que pour produire, comme je l'ai dit, la mer, c'est la terre. Cette terre, en plus de la dégradation et de l'ensablement, le problème de fond, c'est que le plastique est en train de la tuer. Et donc, les déchets plastiques. Voilà. Et donc, si vous regardez aujourd'hui avec les LUMO, le nombre de sachets de plastique qui se déplacent par le vent et qui vont dans le sable et qui sont enterrés, vous allez demander aux spécialistes pour qu'ils vous disent il faut combien d'années pour qu'un plastique qui est sous la terre puisse disparaître. Voilà donc le paquet. Donc il y a un ensemble de contraintes physiques et naturelles qui empêchent le développement du secteur agricole. Et il faut ajouter à cela les forêts classées, qui étaient des réservoirs d'oxygène, qui étaient aussi des réservoirs pour qu'on ait du bois pour faire les charpentes, pour que aussi les animaux puissent aller manger. Ces forêts sont en train de disparaître. Donc l'ensemble des éléments fondamentaux qui permettent à l'agriculture d'être assise sur des bases est en train de disparaître. Et on ne peut pas les régler par des à-coups. Et le dernier élément, c'est actuellement l'exploitation minière. L'exploitation de l'or, il n'y a pas un danger plus imminent et plus grave que cela. Quel est le rapport? Ben, écoute, quand on exploite l'or, il y a d'abord l'orpaillage officiel avec des contrats, mais il y a l'orpaillage clandestin. Ils utilisent des produits dangereux. Ces produits dangereux détruisent la nature et ils font des trous partout. Donc la terre est détruite. Et au fur et à mesure, ils abandonnent, ils vont dans un autre endroit, etc. Sans compter ces produits toxiques qu'ils utilisent et qui vont se retrouver dans la nappe phréatique et qui vont détruire aussi
les petits insectes, oui. etc., qui font les vers de terre et tout ça. Alors donc, vous avez vu, quand tu prends tous ces paquets, l'ensablement, oui. les plastiques, l'exploitation minière, et maintenant on est allé dans la mer pour sortir le pétrole. Cela veut dire que les pêcheurs artisanaux, le poisson, ce sont des problèmes. Très bien. Mais on ne pense pas du tout qu'il faut arrêter, parce que tu ne peux pas dire ça. Mais la question fondamentale que moi je me pose, combien de pourcents des recettes de cela doit-on ramener pour faire revivre les lieux qui sont détruits? C'est comme si on comprenait dans vos propos que, en définitive, l'agriculture est menacée, c'est ça? Complètement, ouais. À moyen terme et à long terme. Si on ne prend pas les dispositions, on ne règle pas les questions là par un programme aujourd'hui, demain. Cet ensemble-là que tout le monde connaît. Mérite... Mais est-ce que quand même ce n'est pas utopique? Parce que vous parliez par exemple d'activités naturelles dans un pays, par exemple, dans tous les pays du monde. Il faut exploiter des mines, oui. Il faut aller chercher du pétrole, oui. En mer, etc. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que les 60% oui. des richesses qui viennent de ça doivent être utilisées pour empêcher... Être investis dans l'agriculture. Voilà, dans l'agriculture, dans la mer, etc. Il n'y a pas de solution. Si on ne le fait pas, on va arriver à un moment où il y aura du pétrole, il y aura de l'or, il n'y aura personne, il n'y aura pas de nature. Donc, ce n'est pas de l'arithmétique. C'est des choix politiques de haut niveau et pour corriger aussi la gestion des ressources qui appartiennent à tous les pays. Et regardez aujourd'hui, où investissons dans ce pays? La région du Cap-Vert, un peu la région du Baol, un peu la région du Sahara. Il y a un déséquilibre. Alors donc, l'inéquité dans la répartition des ressources d'un pays pèse aussi. Et bon, donc voilà. Ok. Tout à l'heure, on parlait de l'agriculture irriguée. Moi, comme peut-être d'autres, on croyait peut-être que, voilà, avec les ressources qu'on a en eau, quelque part dans le nord, dans le sud du pays, etc., on pourrait apporter une alternative aux difficultés qu'on a d'avoir de la pluie. Est-ce qu'on peut dire que c'est raté, c'est pas possible? Non, c'est pas raté. L'irrigation existe, doit exister, doit être développée. Mais ce n'est pas seulement l'irrigation. Aujourd'hui, la région du fleuve, depuis l'indépendance, il y a eu beaucoup d'aménagements, il y a eu de l'irrigation. Mais quand on fait des aménagements et qu'on met en place des systèmes d'irrigation, il y a ce qu'on appelle l'après. Oui. Ce qu'on appelle l'après-vente, quand tu achètes des machines. Oui. Il y a l'après aussi, processus d'irrigation. Il faut nettoyer les canaux, il faut s'occuper de beaucoup de choses. Il faut former les gens à comprendre et à s'en occuper. Et donc, c'est ce paquet qui est lourd. Et sans cela, on aura de l'irrigation comme on a toujours vu. Et on s'étonne, d'ailleurs, c'est la question que les gens payent, nous disent toujours, mais depuis le temps qu'on investit, pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à produire assez de riz? Voilà. Quand on crée un système d'irrigation, il y a le sel qui peut rentrer. Donc, il y a beaucoup de choses, et tout le monde le sait, ceux qui s'occupent de l'irrigation, la SAED a été créée pour ça, Société d'aménagement, pour pouvoir faire ça. Mais ça demande beaucoup d'argent et un suivi et de l'ingéniosité. Il faut que les gens soient bien formés à s'en occuper. Ce n'est pas un service pompier qui peut régler ça. Quand ça chauffe, quand c'est bloqué, on vient, on nettoie un peu. Non, ça doit être permanent. Sinon, l'irrigation est une utilité qu'il faut continuer de développer, mais avec le paquet. D'accord. Il y a une agriculture, une sorte d'agriculture, disons, à laquelle vous tenez personnellement et beaucoup d'autres paysans, c'est l'agriculture familiale. Et bon, c'est vrai qu'elle a aussi ses contraintes, elle a ses limites. Mais pourquoi?
exactement vous insistez? Oui, mais vous savez qu'il y a 3 types d'agriculture. Il y a les multinationales, les grands capitalistes qui aménagent des milliers d'hectares. C'est l'agriculture extensive, quoi. Non, c'est pas ça. Même l'agriculture familiale peut être, voilà, mais de grande industrielle. Oui. Et orientée uniquement au marché mondial. C'est l'agro-business, quoi. Voilà. Ils ne prennent pas 1 kilo là-dedans. Voilà. Ils mettent tout pour qu'ils produisent le maximum pour vendre au marché. Et c'est ce qui fait que les prix mondiaux sont bas. Alors, il y a l'agriculture commerciale, voilà, qui est aussi agriculture de business, mais qui n'est pas, qui se trouve surtout dans les pays européens, donc 100 hectares, 150 hectares, etc. Mais c'est toujours d'une manière modérée et qui se trouve dans un contexte bien réglé. Et il y a la base de l'agriculture qui est l'agriculture familiale. Ouais. Alors, nous, ici, nous disons quoi? D'abord, c'est un constat. On ne l'a pas créé, on ne l'a pas inventé. On a trouvé, et tout le monde le sait, qu'au Sahel, dans notre zone ici, c'est la famille qui fait l'agriculture. Mais c'est une agriculture entrepreneuriale. OK. Parce que elle est multifonctionnelle et multidimensionnelle. À partir des ressources qui se trouvent là où habite la famille, on fait tout. C'est pourquoi, quand vous allez au fleuve, dans une famille, il y a des jeunes qui font la pêche continentale, donc le fleuve. Il y a des jeunes qui font l'horticulture, il y en a qui font l'agriculture, il y en a qui font l'élevage. C'est cette multidimensionnalité et multisectorialité qui fait qu'on arrive à gérer les risques. OK? Et en même temps, qui nous permet aussi de répondre aux besoins de l'alimentation. Parce que quand tu produis seulement, tu fais de l'agriculture, tu n'auras que des céréales. Alors que ce n'est pas ça seulement qu'il faut manger. Donc avec cette multifonctionnalité, nous arrivons à faire, d'abord à faire travailler tout le monde, selon les âges, selon les sexes, mais également à pouvoir gérer les risques qu'il y a dans l'agriculture. Il y a des années, il pleut bien, les gens gagnent beaucoup, ils vendent, ils achètent des animaux. Il y a des années où ça ne va pas, etc. Donc, voilà un peu pourquoi nous tenons. Mais en plus, étant donné que quand les colons sont venus, ils n'ont rien pris de notre culture et de ce que nous sommes, ce qui s'est passé, c'est que c'est dans cette agriculture familiale qu'il y a aussi les valeurs que l'on utilise pour l'éducation des enfants et des petits-enfants. Oui. Alors, donc, l'école, que vous connaissez bien, n'a jamais parlé de ça, de ce que les gens sont, de ce qu'ils font. C'est tout simplement un modèle qu'on a enseigné. D'accord. Ce que les gens doivent être. Ouais. Mais vous savez quand même que ce n'est jamais suffisant à l'heure où des pays comme le nôtre, d'ailleurs, aspirent à une sécurité, une souveraineté alimentaire. Il faut aller au-delà. Non, mais cette agriculture, elle est performante. On peut y arriver avec cette agriculture. Mais évidemment, si on prend l'ensemble, parce qu'une terre, vous avez vu par exemple le cas que tout le monde connaît, c'est là où les éleveurs mettent les animaux pendant 3-4 mois. OK? Pendant la saison des pluies. Et l'année suivante, quand vous allez produire là-bas, c'est presque le double ou le triple de la production de là où il n'y a pas eu ça. Donc, si on prend des dispositions, je parle de la politique agricole, donc tout ce paquet que j'avais énuméré, pour pouvoir avoir une stratégie de nourrir les sols, une stratégie de préparer les gens, et également une stratégie d'organisation des marchés. Nous avons vécu longtemps ici, quand on produit beaucoup, ça n'empêche pas, on ouvre les marchés. Quand on produit peu, on ouvre les marchés. Donc dans cette situation, il était très difficile. Maintenant, on commence à changer un peu. Mais ce qui est fondamental, c'est que, comme je le disais, et tout le monde est d'accord, c'est que les activités agro-silvopastorales et halieutiques, c'est une chaîne de la protection des ressources
jusqu'au marché, jusqu'à l'alimentation. Et aujourd'hui, vous avez vu combien de Sénégalais mangent des plats de chez nous, traditionnels. Bien sûr. Et ça, c'est une richesse. Si les gens mangeaient assez de lard, assez de fondé, assez de couscous et de nielin, cela veut dire qu'on va consommer beaucoup de produits que nous produisons. Ouais. On ne demande que ça, d'ailleurs. Cet argent, on l'utilise pour amener d'autres produits. On ne demande que ça. Bon, beaucoup de contraintes donc liées aux facteurs que nous avons évoqués et qui impactent, disons, l'activité des paysans. Mais qui ont des solutions. Qui ont des solutions. Ah oui, ce n'est pas des contraintes insurmontables. Ah oui, comme je l'ai dit. Ouais. Effectivement. Voilà. Alors, l'État, dans le rôle qui lui revient chaque année, mobilise un financement pour donc accompagner la filière. Cette année, 130 milliards ont été dégagés pour financer l'engrais, les semences, la mécanisation et la contractualisation. En tant qu'acteur, comment est-ce que vous appréciez la mesure et sa portée sur les activités agricoles? Chaque fois que nous entendons ça, ça fait un peu mal. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de 140 milliards de l'État. Après, on va nous parler des appuis des bailleurs de fonds. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps de calculer ce que nous investissons? Vous investissez plus ou moins? Ils n'ont qu'à répondre, ceux qui nous écoutent. Je vous pose la question. Mais évidemment que 85% des investissements, c'est nous qui le faisons. Alors, mais pourquoi chaque année, dès qu'il y a un conseil interministériel où le président dit on met ça, on continue de dire ça comme si nous, on était des sacs à dos? Expliquez-nous alors, comment écoutez, ça se passe? Quand, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Quand on répartit les engrais, c'est 3 sacs par foyer, maximum. 3 sacs. Oui. C'est-à-dire 1 hectare. OK? Donc, vous voyez bien que ce n'est pas bon. Alors, si c'est l'arachide, parce que c'est surtout ça qui donne beaucoup, c'est 120 kilos, donc aussi 1 hectare pour un foyer. Donc, monsieur et madame, c'est ça le foyer. Alors, donc, ce n'est pas ça qui va amener les résultats après. Quand on dit qu'on a produit 900 000 tonnes d'arachide, ou bien 600 000 tonnes de ceci ou cela, ce n'est pas ce qui a été distribué. C'est qu'il y avait déjà des stocks que les gens ont gardés, et il y a aussi des gens qui achètent en plus. Oui. Il est important pour une transparence que les statistiques agricoles s'intéressent à ce domaine-là. On dise les subventions de l'État, c'est tant, et les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, voilà ce qu'ils ont mis. Et maintenant, les gens qui ne sont pas dans notre environnement vont comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que nous sommes des sacs à dos. On nous donne tout, on n'est jamais content. Mais c'est le contraire. Parce que tout simplement, pour rappeler l'histoire à l'indépendance, c'est l'arachide, le poisson, qui payait les fonctionnaires. Donc, vous voyez, il y avait un détournement de la plus-value agricole qui a permis à ce pays d'être debout. Et aujourd'hui, on donne 140 millions ou 160 millions, on dit, ah, vraiment, l'agriculture, là, on leur donne trop d'argent et puis ça ne marche pas. Alors donc, il est important, comme leçon, qu'on dise chaque groupe, l'État, ses partenaires et les paysans eux-mêmes. En ce moment, on sera dans une transparence qui permettra au peuple de savoir que nous perdons. Voilà. Nous perdons. Vous perdez dans quel sens? C'est que nos investitions ne viennent pas parce que jusqu'à aujourd'hui, il est très difficile d'avoir 1 tonne d'arachide à l'hectare. Il est difficile d'avoir le volume nécessaire à équilibrer le compte. Pour les raisons qu'on avait annoncées tantôt. D'accord. La pauvreté des sols, etc. Ouais, les voilà. facteurs Donc, qu'on a soulevés, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, il y a l'assurance aujourd'hui sur notre demande qui commence à mettre le pied. Mais ça ne suffit pas. Voilà un peu la situation. Donc, 130 milliards, c'est bien. Si on met 10 fois, ce ne serait pas trop. Oui. Bon, donc ça, nous reconnaissons que c'est de l'argent. Mais il faut quand même qu'on sache que c'est au-delà de ce que nous mettons. Et ça, ils peuvent le sortir parce qu'ils le savent.
si vous multipliez les différents tonnages par le coût de revient, vous verrez bien, si vous enlevez les 120 milliards ou 130, vous verrez bien que l'autre partie, c'est d'autres qui l'ont fait. Donc ça veut dire que c'est un peu l'affaire de tous. Il n'y a pas que l'État, il y a vous en tant qu'acteur. Principalement nous. Principalement vous. Oui. Finalement, qu'est-ce qui peut donc permettre au secteur d'éclore et de... Voilà. C'est ce qu'on a discuté au début. On n'a qu'à s'occuper de ce que j'appelle l'amont. Terre, eau, sol, lutter contre les plastiques. C'est un paquet. On ne peut pas le faire coup à coup. À défaut, c'est un financement à perte, quoi. Bon, non, c'est pas... Mais en tout cas, on n'arrivera jamais à équilibrer. Deuxième chose, c'est que la campagne agricole doit être bouclée le 31 mars. C'est-à-dire les prévisions, les opérateurs, tout doit être terminé le 31 mars. Parce que les paysans commencent à avoir de l'argent à partir de janvier. Et donc, comme il y a des apports qu'ils doivent faire, on doit connaître la liste de ceux qui doivent bénéficier des subventions pour qu'ils puissent déposer leur apport. Ce qui va régler la question que tout le monde discute. Est-ce que les engrais, ce sont les paysans qui l'ont... Mais si déjà, la liste des paysans, à travers les commissions locales, permettent que chacun sache combien il doit avoir et combien il doit mettre, il a son reçu, donc il n'y a plus de débat. Ça, c'est fondamental pour régler ce débat. Deuxième élément, il faut que tout ce qui est produits qui doivent arriver dans les zones arrivent au plus tard en avril. D'accord. Et après, maintenant, il y a aujourd'hui des mécanismes de suivi des parcelles, etc., la digitalisation, qui est en train de se développer. Donc voilà un peu comment on peut... Il n'y a pas de question qu'on a posée ici qui est insolvable. Il n'y en a pas. Mais évidemment, ça demande une autre... ça demande un changement de paradigme pour qu'on puisse arriver. Mais c'est un ensemble de problèmes que les acteurs connaissent, que l'État aussi connaît, parce que, évidemment, vous êtes en contact permanent. Les organisations paysannes se retrouvent autour de la table avec le gouvernement chaque année pour aller vers la campagne. Pourquoi on revient toujours à ce discours-là? Une bonne question. D'abord, vous savez, dans toute chose qui marche, ou dans toute chose qui ne marche pas, il y a rôle et responsabilité. Ce n'est pas l'État seulement, ce n'est pas les financiers seulement, c'est nous tous, et d'abord nous. Vous d'abord? Nous d'abord. Il y a beaucoup de failles chez nous-mêmes, dans nos organisations, dans la manière dont nous nous engageons pour résoudre ces questions que nous connaissons bien. Des failles identifiées dans quel... C'est-à-dire qu'il par exemple, plus et mieux d'organisation. Deuxièmement, on ne peut pas régler notre avenir sans les achats groupés et les ventes groupées. Parce que si on prend, je prends par exemple un département, s'il y a un besoin de 10 000 tonnes d'engrais, urée, tout ce que vous voulez, imaginez qu'on fasse une seule commande au lieu qu'il y ait 150 ou 300 commandes. Ça, c'est nous. D'accord. OK? Alors, deuxièmement, nous devrions aussi être convaincus et engagés pour faire mieux que dès qu'on a fini de produire, on va aller vendre, bazarder au marché. Ça, c'est nous. Si nous arrivons nous-mêmes à régler ces questions entre nous, nous allons maintenant poser le droit de veto dans les négociations avec les autres. Ce sont des questions. Alors ici, on a eu l'habitude et les gens sont à l'aise pour dire ce qui nous arrive. C'est le gouvernement, c'est ceci ou cela. Oui, chacun a sa part. Mais si nous arrivons à faire ce que nous savons, qui est utile pour nous, si nous arrivons à nous entendre tout en gardant chacun son autonomie, nous allons faire mieux, nous allons baisser les prix. Et nous allons aussi contrôler le marché de nos produits. Donc, ce sont ces responsabilités-là qui sont chez nous. Et le gouvernement ne peut pas le régler.
les opérateurs ne peuvent pas, les partenaires ne peuvent pas, c'est nous. Donc ce qu'on appelle, c'est regarder dans les yeux pour essayer de faire des solutions. Maintenant, si nous avançons dans ce sens, nous allons maintenant pouvoir dire au gouvernement. Et d'ailleurs, on l'a fait. Ouais. Parce que notre partenariat avec l'État, nous avons dit, nous vous respectons, nous vous reconnaissons. Mais nous ne voulons plus que des gens nous aiment mieux que nous-mêmes et nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc, mais si... Vous avez d'abord vos problèmes à régler. Voilà. Donc, il y a des questions internes que nous devons régler si nous voulons régler le reste. Alors, il y a d'abord aussi un grand débat sur le foncier. On a entendu l'accès des femmes, il faut donner des titres aux femmes. Mais le foncier ne peut pas être un gâteau. Hein, qu'on coupe avec un couteau, chacun prend un morceau. Bien sûr. Parce qu'il ne s'élargit pas. Et puis, c'est un héritage. Et d'ailleurs, une nation, c'est d'abord le foncier. Bien sûr. Une terre qui est géographiquement connue. Territoire, oui. Territoire. Et donc, si on se permet de dire qu'il faut diviser le territoire par les 18 millions de Sénégalais aujourd'hui, vous vous rendez compte ce que c'est? Le problème n'est pas dans ça. D'accord. Le problème, c'est comment faire pour que chaque hectare produise bien et mieux. Voilà, et durablement. D'accord. Voilà, on mélange les choses. Alors, vous entendez les autorités définir les ambitions qu'ils ont naturellement pour le secteur agricole. Ils veulent en faire un levier de croissance et de création d'emplois et de richesses, d'emplois, parce que évidemment on connaît le taux de chômage des jeunes et ce qui est également connu, c'est qu'il y a cet exode. Beaucoup de jeunes sont dans les milieux urbains, alors que bon, peut-être il y a une potentialité au niveau de l'intérieur du pays. Vous, tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer un peu vos responsabilités dans tout ce qu'on connaît, mais que faut-il faire à votre niveau, d'abord, avant de venir à l'État, pour peut-être encourager les gens à venir faire de l'agriculture un levier de richesse et de création d'emplois? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, tant qu'on n'a pas réglé ce que j'ai dit là. Mais un jeune ne peut pas faire ses études jusqu'au bac à la licence, vivre 15 ans ou 10 ans à Dakar, à Kaolack, etc. Et venir dans un village produire de l'arachide pour avoir 700 kilos à l'hectare. Ce n'est pas imaginable. OK? Alors, donc, pour la création d'emplois, la lutte contre le chômage, on doit savoir qu'il y a encore des jeunes en milieu rural qui souffrent et qui veulent partir. Mais pour le moment, ils n'ont pas l'occasion. Donc c'est là où il y a le premier défi. Avant de régler le problème du retour, il faut d'abord... Faisons en sorte qu'ils disent « Oh, si j'étais parti, ce n'était pas bon. Okay. » Il faut que maintenant, ces jeunes-là commencent à gagner, etc., etc. Et comme ils sont en contact avec ceux qui ne sont pas là, le retour, c'est comme ça que ça va aller vite. Que de faire des projets de retour, non. Il faut que les jeunes qui sont là-bas. Oui, d'abord, c'est ça. C'est ça Voilà. Enfin, c'est mais ça dans ce que... Fixer d'abord ceux qui sont là. Et cela veut dire améliorer des choses et que le budget national d'investissement amène aussi une partie de l'argent là-bas. Les marchés locaux, c'est là-bas où nous nous échangeons. Il n'y a rien. Alors, ouais. Donc, il faut quand même que les investissements publics, et quand il y a un gros marché, il faut des pistes qui communiquent sur ce marché. Ouais. Alors, à Dakar, vous avez les routes, les autoroutes, vous avez Berthe, vous avez tout ce qu'il y a. Ouais. Bon, nous, on n'a pas besoin de tout ça pour le moment. Mais depuis le temps qu'on parle du train, pour dire que... Le rail. Ouais. Le rail. Bon, voilà un peu des questions. Aujourd'hui, vous pouvez interroger les transporteurs. Si tu veux prendre du riz de Ross Béthio ou bien de Saint-Louis pour Dakar, demande-leur combien tu payes le kilo. Donc, voilà, ce sont des questions compliquées. Souvent, il y a des produits, mais pour que les produits arrivent dans un lieu, c'est difficile. Les magasins. Vous savez combien nous perdons avec les fruits? Ouais. À cause de la chaleur, il n'y a pas un endroit pour les garder. Ce sont ces questions-là. On perd beaucoup de mangue, par exemple, en Casamance. Ouais, voilà. Ouais. Bon, même ici, les légumes. Bon, donc, et tout cela est connu. Hein.
il y a des études qui sont faites, surtout les propositions. Donc l'argent qui vient du pétrole et qui vient de l'or et du zircon, c'est là-bas d'abord qu'il faut le mettre, pour l'équité. Ou bien qu'on dise que c'est pour les urbains. Si on dit que c'est pour le peuple, il faut que cet argent-là soit réinvesti dans l'agriculture. Voilà. Et qu'on le mette, nous, notre situation, on veut le faire dépendre des projets et des crédits extérieurs. Non. Il faut que ça soit sur le budget national. Qu'on mette maintenant les autoroutes, les trains, les bus ici, sur du crédit, parce que ça marche. Mais le développement agro-silvopastoral ne se finance pas sur du crédit international. Ça ne se finance pas sur du crédit des banques. Ça se finance sur des fonds publics dédiés qui permettent une augmentation de la richesse et avec l'organisation des interprofessions, un retour sur les prélèvements, sur les produits pour que la richesse se développe. On ne peut pas inventer autre chose. Très bien. Mais il y a ce que l'État fait, il y a ce que vous, en tant qu'acteur, vous faites à côté de l'État. Mais on le sait, en dehors des financements publics, il y a des investissements privés également qui sont dans l'agrobusiness dont on parlait tout à l'heure. Mais ça vient souvent c'est pas le grand amour entre les producteurs locaux et ces agrobusiness-là. Non, mais c'est tout simplement parce que ils veulent d'abord 1000, 2000 ou 3000 hectares. Oui. Mais si c'est pour augmenter la production, c'est pas... Alors, non, si vous êtes un entrepreneur, vous avez de l'argent, les fruits pourrissent, les légumes pourrissent. Vous avez mis à faire que... Donc, occupez-vous de ça et ça vous rapportera de l'argent. Mais vous voulez d'abord venir prendre la terre et surtout les meilleures terres. Ou bien ils n'ont qu'à négocier avec les paysans pour aller là où les terres sont très dégradées. Ils n'ont qu'à... investir. Ah, voilà. Mais non. Ils veulent aller là où il y a les meilleures terres pour pouvoir faire. C'est que si on fait les ressources qu'ils ont, si l'État prend ça pour aménager là-bas, les paysans feront mieux. Mais vous voulez rester dans l'agriculture familiale, hein? Mais les grandes marques que vous connaissez des véhicules, c'est quoi? Peugeot, Renault, ce n'est pas des familles. Mais pas comme chez nous, hein? Mais chez nous, parce que regardez, notre agriculture familiale, c'est ce qui a fait le développement des religions ici, le mouridisme, le tijania, les cadres. Tous se sont développés avec les daras en faisant l'agriculture. Absolument. Eh bien, donc, ce n'est pas rien. OK? Donc, il faut quand même qu'on donne de la valeur à cela. Mais, on ne peut pas demander aux paysans de faire plus qu'ils ne peuvent faire et de perdre. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a fait des progrès. Oui. On est en train actuellement de discuter entre nous, les services agricoles et les paysans. Il y a une institution qui est une plateforme de dialogue et de communication, c'est l'ANCAR. Et je pense que si on continue cette démarche de nous retrouver et de discuter pour pouvoir avancer, on va régler les problèmes. Mais, le mais, c'est que nous, on ne gère pas les ressources. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a aucun État, aucun gouvernement qui est contre les paysans. Oui. Je ne l'ai pas vu. C'est pas possible. Donc, il suffit maintenant qu'on fasse cette rencontre pour la répartition des ressources minières, pétrolières. Vous insistez là-dessus. Mais non, parce que c'est la solution. Parce que ça, le crédit ne nous développe pas. Ça, c'est pour nous. On n'a qu'à prendre ça pour faire ce que le crédit ne fera pas. Ou bien s'il le fait, ça ne nous servira à rien. C'est des choix. Si le gouvernement veut faire des autoroutes dans tous les pays, mais les privés vont accepter parce qu'ils gèrent directement, ils gagnent de l'argent. Mais ce que nous avons besoin pour améliorer, pour faire mieux, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est pourquoi il faut que dans le budget, la première rubrique après la sécurité, que ce soit ça. Réinvestir les ressources. La restauration de l'écosystème. Ça, c'est le défi numéro 1.
Parce que comme les gens aiment le dire, pour répondre aux appels, il faut que tu sois là où on fait les appels. Donc, au-delà, en définitive, au-delà des mesures conjoncturelles qu'on prend chaque année, il faut réfléchir à un meilleur financement en se basant sur les ressources qu'on a ici dans ce pays. Vous savez que Abdoulaye Wade a proposé et fait voter une loi ici. Vous vous rappelez? Oui. Bon, qu'on est en train de réviser. La loi d'orientation agro-silvopastorale. La loi d'orientation agro-silvopastorale. L'idée, c'est venu de Gaulle, en France. Mais le premier article de son document, c'est de dire qu'on ne peut pas être dans un pays avec deux catégories de citoyens différents. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le budget pour amener les routes devant chaque ferme, l'électricité et l'eau, et créer un fonds pour le développement de l'agriculture. Ça ne fait nulle part tu l'auras. L'Union européenne, tout le monde le sait, a mis 45 milliards d'euros de subventions à son agriculture, malgré tout ce que vous savez de chez eux. Mais donc, il faut qu'on comprenne que les crédits et les banques privées ne peuvent pas financer l'agriculture et ne le feront jamais. Donc, c'est le fonds public qui finance. Et donc, le gouvernement doit se ressaisir pour ne pas perdre. C'est de dire il faut que maintenant les sols du Sénégal soient normaux, capables de produire. Réhabiliter les sols. Nettoyer tout le nord, où il y a des aménagements pour que le sel quitte là-bas et tout. Et maintenant, vous allez voir. Vous savez, quand il y a eu les aménagements dans la région du fleuve, c'est en ce moment qu'on a vu des bacheliers, des jeunes qui ont la licence, qui sont allés au fleuve. Oui. Parce qu'ils commençaient à avoir 4 tonnes de riz à l'hectare. Et maintenant, avec l'oignon, avec la pomme de terre, on peut faire 40, 50, 60 tonnes à l'hectare. Un jeune, il peut aller là-bas, mais 500 kilos, 800 kilos de l'arachide, ça ne marche pas. Donc, si nous voulons changer de paradigme, si nous voulons, comme tout le monde le dit aujourd'hui, faire du concret, on n'a qu'à régler ces questions-là. L'argent qui nous appartient, c'est ça qui va développer les activités agro-silvopastorales. Cet argent-là est dans les ressources minières, pétrolières. Oui, c'est là-bas. Nous, on n'a pas d'autre argent. C'est là-bas où on a l'argent. Donc ici, et que maintenant, nous-mêmes, nous nous mobilisons et nous nous ressaisissons pour faire ce qu'il faut. Parfait. Alors, il y a une filière emblématique qu'on connaît, c'est l'agriculture, enfin, c'est l'arachide. Cette culture de rente qui connaît tout le temps des problèmes. Où est-ce que vous voyez la solution à ce niveau? Bon, c'est l'arachide qui a financé la jeune administration du Sénégal à l'indépendance, parce que c'était le seul produit d'exportation. Bon. Et c'est la filière la plus étudiée. On connaît tout sur l'arachide. Tout. Maintenant, c'est là où il y a la volonté politique, c'est-à-dire l'État. Parce que un gouvernement l'a vendu. Un autre l'a repris. Un autre l'a racheté avec 10 milliards. Ça, ce sont des questions qui nous dépassent. Et pourtant, nous, on a toujours fait une bonne proposition. Quand le gouvernement voulait vendre, on a dit que la privatisation veut dire qu'il y a un actionnaire majoritaire, 51%. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Mais les 49 qui restent, il faut que nous, les producteurs, les opérateurs, ceux qui sont dans l'engrais et qui sont aussi dans la commercialisation, les banques, on n'a qu'à prendre à peu près 30 ou 35%. Et que vous restez avec 50, 10 ou 15%. Parce que c'est un produit stratégique. Bon, à l'époque, on a trouvé que nous étions des troubadours. Ils ont dit, si vous avez l'argent, vous venez, si vous n'avez pas, asseyez-vous. C'était à l'époque de Seigneur.
Senior, c'est oui, ça? Non, en tout cas, c'est la privatisation de la Sonacos. Bon, alors voilà. Il y avait un système de commercialisation avec des cribles pour nettoyer, avec des points de collecte reconnus, etc. Bon, tout cela a sauté. Et donc, c'est devenu de l'amateurisme dans les marchés hebdomadaires. Les sacs, tu viens, il y a 10 kilos de sable ou je ne sais pas. Et donc, on a saboté cette grande production. Et ce que les gens doivent savoir, avec Sonacos, sans Sonacos, avec n'importe quelle structure, l'arachide continuera parce que les 40% sont consommés. Et toute la farine d'arachide est utilisée pour les animaux. Donc, c'est pourquoi c'est important qu'on s'en occupe pour que ça soit solide. Mais il faut savoir que c'est quand même un patrimoine de chez nous maintenant. Ouais. Voilà. Parfait. Le riz, c'est une filière aussi qui se porte bien. Le riz local, en tout cas. On en consomme sur la base d'une bonne production. Semble-t-il même, il y a quelque part une mévente parce qu'il y a beaucoup de stocks là aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être aller dans le sens voulu, en tout cas par les autorités, de la souveraineté à ce niveau-là? Bon, je pense que tout ça, il y a des réunions annuelles, il y a des évaluations, il y a l'ARM qui est là-dedans, etc. Bon, il y a d'abord, comme je l'ai dit, des aménagements d'irrigation, il y a des problèmes. OK? Il y a également, il y avait eu un mécanisme qui était installé pour la commercialisation. Alors, petit à petit, tout cela est passé à travers. Donc, il faut seulement se retrouver pour remettre carte sur table. Parce que la vie économique, c'est ça. Rien n'est définitivement fixé et réglé. Rien n'est acquis. Voilà, rien n'est acquis. On fait des choses, on évalue, on regarde, on corrige, etc. Mais ce qui est certain, c'est que les activités agro-silvopastorales, c'est la gestion et l'exploitation du vivant. La terre, l'eau, etc. C'est du vivant. Et également, c'est aussi utile que le Sénégal puisse sauver ces activités-là pour qu'il y ait un équilibre. On n'a pas d'avenir à avoir 70% de la population dans les villes. Surtout, vous connaissez nos villes. Bien sûr. Donc, l'équilibre doit être préparé. Mais il faut que le milieu rural soit un lieu de bien-être, de paix, et que les gens gagnent. Il n'y a pas de secret. Si cela est fait. Et ça se construit dans des politiques. Si Dakar est comme ça aujourd'hui, c'est une politique qui a fait qu'elle est comme ça. Ou bien, s'il n'y avait pas ça, ça ne serait pas comme ça. Alors donc, il est important que l'on puisse... Bon, ils vont dire que oui, il y a des programmes Promoville et tout ça. Moi, je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, à 50 km de Dakar, on voit la différence. Moi, c'est ça la question. Donc, il faut éviter que nous puissions être dans un système d'urbanisation qui va détruire la cohésion sociale et également qui va créer plus de problèmes que de solutions. Ça, ce sont des choses. Maintenant, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie, tout ça, ça fait partie de la vie. Et il y a un lien entre la production et la consommation. Donc, les valeurs culinaires. Oui, c'est ça. Donc, si nous trouvons que les produits qui viennent de l'extérieur sont moins chers, il faut savoir comment ça se fait. On va continuer d'envoyer l'argent là-bas. Mais le jour où les bateaux ne viendront pas, nous allons voir ce qui va se passer. En tout cas, moi, je n'ai jamais été pessimiste, parce que je pense que le suicide collectif n'est pas envisageable. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Et je félicite le gouvernement et les gouvernements passés pour les efforts. Qui sont faits en termes de politique agricole. Oui, même de dialogue. Depuis 1994, on a un mécanisme de dialogue entre nous et les autorités. Bon,
comme je l'ai dit, étant donné qu'il y a beaucoup d'insuffisances chez nous, et là-bas aussi, bon, donc on va continuer. D'accord. C'est le dialogue, la concertation et la négociation. Alors, dans les meilleurs délais, pour reparler et en finir de la campagne, vous êtes optimiste sur la base de ce que vous voyez en termes de mobilisation, en termes de moyens humains, matériels, financiers, non, etc. mais écoute, on a déjà discuté de ça. Oui. Ce n'est pas suffisant, ouais, la manière dont ça se... Bon. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on vient de commencer là, si les pluies reprennent, et j'espère qu'ils vont reprendre, je pense que ça va aller. Ouais. Merci beaucoup, Mamadou Cissokho. Ça a été moi, un plaisir. Eh ben, c'est réciproque. De vous accueillir sur ce plateau. Merci, mesdames, messieurs. Je vous remercie et je présente mes excuses à toutes et tous ceux qui m'ont écouté si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes. Parce que je suis une personne et je remercie le mouvement paysan qui m'a honoré et qui m'a respecté. Et également tous les fonctionnaires avec qui j'ai coopéré, qui m'ont toujours donné du respect. Qu'Allah préserve cette coopération entre nous tous. Merci. Merci beaucoup. Il est le président d'honneur du CNCR, le cadre national de concertation des ruraux, Mamadou Cissokho. Merci, mesdames, messieurs, à vous aussi d'avoir suivi ce numéro de Point de Vue. On se retrouve dimanche prochain.